Donc, après avoir remercié le département qui nous a prêté cet amphithéâtre, je vous remercie d'être présent. Et je remercie Monsieur le directeur général de l'hôpital de nous soutenir dans ces actions de formation qui sont maintenant un peu historiques, puisque ça fait des années qu'on fait cette formation médicale continue pour les professionnels de santé, que ce soit infirmières ou médecins. Donc, à petit budget, mais finalement avec une grande passion pour ceux qui ont été formés à Montpellier et qui continuent à s'intéresser à la douleur, même les gens de Marseille. On a vraiment... Je vais vous laisser la parole pour introduction. Merci. Merci, docteur. Écoutez, merci d'être là et de continuer à participer activement au DIU, prise en charge de la douleur par les professionnels de santé, et puis de participer à ce 33e forum. Ça veut dire qu'il y a une grande continuité de l'action et des convictions qui vous animent. Je sais que vous êtes près de 200 inscrits, donc avec une diversité d'origine professionnelle et une diversité d'origine géographique. Je voudrais rappeler que la douleur fait partie des éléments d'évaluation d'un hôpital, et c'est bien normal. Il se trouve, et je ne pensais pas, en acceptant de venir ce matin, avoir un témoignage à vous donner. Il y a 2 jours, j'ai visité un ami qui est malheureusement bien mal en point, et je l'interrogeais sur la prise en charge de la douleur. Et il m'a dit c'est merveilleux, et je pense que lui comme moi, on se disait que nous n'aurions pas eu la conversation que nous avons eue s'il n'y avait pas eu cette prise en charge de la douleur. Donc clairement, au-delà des critères, des indicateurs, qui ne sont qu'une marque de reconnaissance parmi d'autres, l'essentiel est fait et bien fait, et je pense que pour les patients avant tout, pour leur entourage, pour les personnels que vous êtes, ça me paraît essentiel qu'on continue de former, de sensibiliser, de rendre visible quelque chose qui est aussi l'invisible, souvent. Donc cette situation de prise en charge de la douleur, elle répond à des besoins considérables, puisque je crois que c'est entre 15 et 20% de la population française qui souffre de douleurs chroniques. On le sait tous, dans notre entourage, des gens se plaignent, des gens, par désespoir, se ruent vers la chirurgie. Donc de temps en temps, je dis autour de moi, attendez, avant d'aller directement chez le chirurgien, demander un deuxième avis, regarder les choses un peu globalement. Donc c'est un sujet de discussion familiale, je pense, assez fréquent autour du rôti du dimanche après-midi. Donc c'est vrai que cette action, et je vous en remercie, docteur, et je vous remercie de faire tout ce que vous faites au CHU et pour la région et au-delà de la région, au niveau du département douleur du CHU, avec une vision pluridisciplinaire, parce que la douleur s'exprime de différentes façons, avec un vécu, des trajectoires de vie qui peuvent, sinon l'expliquer, en tout cas, qui rentrent en ligne de compte dans la prise en charge. Je salue tout ce que vous faites en matière de connaissances, de recherche. Vous êtes aussi l'illustration de ce qu'est un CHU, soins, enseignement, recherche. Le soin, bien sûr, primordial. L'enseignement avec des publications nombreuses. La recherche avec des brevets. Et également ce désir de partage au-delà de notre territoire naturel du CHU. Et surtout avec une philosophie qui est celle de l'écoute, une écoute active, une écoute empathique, avec une prise en compte de toutes les composantes de la douleur, avec une originalité montpelliéraine, ancienne, le vitalisme, dont je lisais encore ce matin la définition. Donc j'avoue que même s'il n'y a pas, semble-t-il, de preuves scientifiques de tout cela, je pense à titre personnel en tout cas, arrivé à l'âge que j'ai, que je crois qu'il y a une réalité autour de cela, autour de cet élan vital.
Je sais que votre diplôme interuniversitaire est extrêmement suivi. Il est très impressionnant de se dire que, je crois maintenant, près de 1000 médecins, 3000 personnels d'autres professions suivent ou ont suivi. Et c'est une véritable communauté d'action qui s'est créée autour de ça. Et on voit ce continuum entre l'enseignement, le milieu universitaire et la mise en situation pour la prise en charge des patients. Je voudrais aussi saluer votre action et celle des patients qui peuvent être non seulement acteurs de leur propre prise en charge, mais devenir experts pour favoriser la formation. J'ai personnellement une conviction forte, c'est que les patients ont toute leur place dans l'enseignement. Et je sais que je partageais cela avec le doyen Bringer, que je partage cela avec le doyen Mondin. Et je sais qu'un certain nombre d'actions se font et ça apporte énormément à la formation des jeunes qui demain, j'espère en tout cas, se souviendront toute leur vie de ce qu'ils ont appris à vos côtés. Donc je remercie tous les organisateurs de cette journée. Je remercie le docteur Gignac. Je ne pourrais évidemment pas suivre tous vos travaux, mais sachez que je suis bienveillant à l'égard de ces travaux qui sont indispensables à notre progression constante sur le sujet. Merci à vous et bonne journée. Merci, monsieur le directeur. Bien, on va commencer. Donc, ça en retard avec notre premier invité, qui est un invité prestigieux, parce que c'est un homme de qualité. Et, je suis très touché qu'il vienne parler avec nous de toutes ses recherches et ses orientations, qui sont à la fois variées, puisqu'il a une formation de psychiatre, puis il est devenu neurochirurgien, donc un parcours qui va, j'allais dire, d'un extrême à l'autre, d'une espèce de règle humaine. Et donc il peut avoir un discours sur l'avenir de la douleur, l'avenir de l'homme, intéressant, avec le sujet moderne de l'intelligence artificielle. Donc on reste sans réponse devant la complexité de ce qui nous est offert avec la modernité de cette technique qui envahit le monde de la santé et qui, va nous le dire, peut-être envahit encore plus dans les années à venir ce monde de la santé. Mais il faut garder ce regard humaniste, donc vitaliste aussi, pour rappeler les propos de monsieur le directeur, pour peut-être garder une mesure et une absence d'angoisse sur l'avenir tel qu'on le pressent et qui sera peut-être autre chose que ce qu'on croit. Donc je te laisse la parole, Marc Lévesque. Et on devait proposer quelques livres, mais là, il ne faut pas proposer trop de livres. Mais il a écrit deux livres importants. La chirurgie de la douleur, dans la suite de René le Riche, qui avait en 1936 déjà fait le premier livre par un chirurgien très, très complet, très humaniste. Il y avait déjà beaucoup de choses dans ce livre de neurochirurgie, enfin, chirurgie de la douleur. Et toi, tu as repris 50 ans après la chirurgie de la douleur moderne, et puis surtout la chirurgie de l'âme, qui est encore une évocation de chapitres et de mots très complexes dont tu vas peut-être nous parler dans cette conférence. Merci encore d'être là, Marc. Merci beaucoup. Juste dire que les deux livres, en fait, c'est quand même des livres. Le premier, un livre de coordination, il y avait une cinquantaine de collègues là, donc j'étais un peu la cheville ouvrière, mais bon, j'ai un rôle modeste. Et puis le deuxième, je l'ai écrit avec Sandrine Cabu, une journaliste du Monde. Comme le soulignait là, monsieur le directeur général, je suis un des 1000 médecins qui a été formé par Patrick Gignès lors de la capacité douleur. Et c'est l'occasion là de lui témoigner ma reconnaissance et toute ma gratitude là, pour ce bagage là, que je suis venu chercher à Montpellier. Donc merci beaucoup Patrick, et puis merci de votre présence. Donc je vais vous parler en quoi aujourd'hui l'intelligence artificielle, et puis demain, et même aujourd'hui, l'hybridation homme-machine va bouleverser la douleur, va bouleverser la prise en charge de la douleur, mais aussi comment ça va générer de la douleur, cette explosion de l'intelligence artificielle. Entre le premier transistor, là, 1947, et puis le superordinateur chinois, 93 millions de milliards d'opérations à la seconde, 70 ans se sont écoulés. Entre
la première trace de tissu nerveux organisé au Cambrien est notre cerveau. Il y a 630 millions d'années d'évolution darwinienne poussive. Voilà, donc c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, qui sont qui nous montrent l'évolution, l'accélération logarithmique de la puissance de calcul. Et quand, par exemple, Thierry Breton nous dit qu'à la tête d'Atos, là, les ordinateurs quantiques, que bientôt, dans un horizon d'une petite génération, les prochains ordinateurs seront capables en 1 seconde de faire ce que font les ordinateurs actuels en 10 000 ans. On voit qu'il y a une accélération absolument vertigineuse. Il y a également l'avènement bientôt des ordinateurs à ADN. Là, ça ne sera pas tant pour la puissance de calcul, mais pour la capacité de stocker l'information. Donc tout ça est assez vertigineux. Alors, bon, on peut penser ce qu'on veut là, des gourous de la Silicon Valley, et notamment de Ray Kurzweil, là, qui est le patron de la recherche et développement. Bon, quand il nous parle de 2045, alors 2045 pour les transhumanistes, là, ça serait l'année théorique, en tout cas à cet horizon, qu'on pourrait atteindre peut-être ce qu'ils appellent le point de singularité, c'est-à-dire ce moment où tout peut arriver, que les ordinateurs en fait puissent participer à leur propre construction, arriver à une forme d'auto-apprentissage qui fait qu'à partir de ce moment-là, en fait, on ne contrôle plus l'évolution, et l'évolution, en fait, elle part en fait à la verticale. Donc ça, c'est le fameux point de singularité, bon, qui peut relever de la science-fiction, comme peut-être de la prospective, je ne sais pas. Mais en fait, bon, ça témoigne là de l'accélération rapide. Bon, vous voyez régulièrement les médias qui s'en font l'écho. Avec tout ça, un petit peu ce mythe, mais bon, de pouvoir à un moment donné uploader son esprit dans le cloud et de cette façon avoir accès à l'éternité, hein, puisqu'on se dématérialisera, et donc avoir accès à l'espace, à l'univers, puisque à partir du moment où on sera dématérialisé, le temps n'aura plus d'emprise sur nous, se répliquer à l'infini, et puis bien sûr augmenter de façon astronomique là, nos capacités. Alors voilà, ça fait beaucoup fantasmer. Là. Certains de ceux que vous avez sans doute lu Homo Deus là, sur le sujet, tout ça est assez extraordinaire. À tel point que le patron de Tesla, le patron de SpaceX, là, nous disait que voilà, il faudrait rapidement hybrider notre intelligence carbonée à l'intelligence du silicium si à un moment donné on ne veut pas rester sur le bord du chemin et être un petit peu comme il le dit avec provocation, les animaux domestiques de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'il a créé, il n'y a pas très longtemps, Neuralink. Alors, bon, ça fait sourire, et c'est vrai que ça me fait sourire aussi. Hein. Je suis un peu intéressé à la stimulation cérébrale profonde, et on en est encore bien loin de pouvoir augmenter nos capacités. On voit un petit peu les travaux assez décevants qui ont été faits dans l'Alzheimer, finalement, pour stimuler le circuit limbique et augmenter la mémoire. Bon, tout ça est assez décevant, mais en même temps, bon, force est de constater que tout le monde souriait quand il a lancé la voiture électrique Tesla. Tout le monde souriait, notamment Ariane Espace, quand il nous a dit il y a 15 ans il arriverait à lancer une fusée et à faire se reposer là au milieu de l'océan. Aujourd'hui, on se demande si Ariane ne va pas être un petit peu notre Minitel, là, vu l'évolution des travaux de SpaceX, là, l'Hyperloop aussi, qui est en train, là, dont on voit les premiers tuyaux qui sont conçus et qui devraient permettre de relier Marseille à Paris et Montpellier à Marseille en quelques minutes.
Bon, autant de choses qu'on pensait impossibles. Alors, bon, finalement, est-ce qu'il ne serait peut-être pas aussi dans le vrai là, quand il parle de cette hybridation? Et puis, bon, quelqu'un encore plus controversé ces derniers temps, là, avec le scandale Analytica, Mark Zuckerberg. Donc voilà, tous les gourous de la Silicon Valley sont convaincus qu'on va bientôt pouvoir hybrider notre cerveau, notre intelligence carbonée à celle du silicium. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous autres? Finalement, c'est l'avènement de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Bon, comme j'étais devant un parterre d'algologues, j'ai pris soin là, de mettre les algologues tout en haut. Hein, au-dessus des radiologues, des dermatologues et des pilotes de chasse et des chirurgiens. Voilà. Alors, tout en bas, bah oui, ceux qui vont être le plus difficile à robotiser, bon, ça va être pour qui, en fait, le niveau de qualification est sans doute le plus bas, c'est celui d'animateur TV ou de footballeur. Donc voilà Cyril Hanouna, encore de beaux jours devant lui. En revanche, bon, il y a des métiers pour lesquels les emplois sont plus qualifiés qui seront encore préservés. Bon, c'est assez arbitraire, hein, ce petit diagramme, mais voilà, on voit que cette intelligence artificielle, bon, sans doute, comme il y aura de la destruction créatrice, hein, comme on veut bien l'espérer, mais il y aura peut-être et surtout à la clé un jour le revenu universel et peut-être un chômage de masse. Du coup, on en vient à se poser ces questions, notamment Jean-Michel Besnier, là, un philosophe qui a beaucoup réfléchi au transhumanisme, de se poser cette question, le futur a-t-il encore besoin de nous? Et puis ce livre excellent là, de Gunther Anders qui a été écrit en 1956, extrêmement prophétique, finalement qui a été traduit en 2002 simplement, quand on a pris conscience combien il avait pensé et réfléchi l'évolution qu'on est en train de connaître. C'est un livre qui est extraordinaire, de ce philosophe allemand justement qui nous parle de l'obsolescence de l'homme superflu. Et l'homme superflu, on peut se poser la question de si finalement le fait que l'intelligence qui nous a longtemps défini, la cognition, hein, qui était un petit peu avec le rire, là, le propre de l'homme, de voir que cette intelligence artificielle galopante, on voit que finalement l'intelligence, on n'en a plus le monopole. Et c'est peut-être ce qui fait que, bon, c'est une explication, hein, c'est un peu des élucubrations de chirurgiens, mais si finalement toute la mode végane actuellement, le végétarisme, etc., c'est pas la prise de conscience de finalement ce qui va nous rester, ça sera pas notre cognition, ce qui va nous distinguer, ça sera nos émotions et notre animalité. Et c'est peut-être pour ça qu'on sera de plus en plus réticent à manger nos semblables, si j'ose dire. Alors, le lien, vous en avez sans doute entendu parler, un des grands scandales sanitaires, c'est la mort par opioïdes prescrits. Hein. Alors, il y a eu Prince, il y a eu Michael Jackson, victime du fentanyl. Il y a eu l'an passé, 2017, 67 000 morts par opioïdes prescrits aux États-Unis. Même Trump s'est emparé de ce scandale sanitaire. Et en parlant de Trump, ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a des travaux qui sont en train d'être faits, qui sont assez éloquents, qui montrent en fait la répartition des morts par opioïdes prescrits et la répartition du vote Trump. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des corrélations statistiques qui sont assez étonnantes. Alors, bien sûr, des sociologues se sont penchés sur la question et la réponse, c'est que finalement, aujourd'hui, parmi ceux qui sont victimes des opioïdes prescrits, hein, de la douleur chronique,
il y a les petits blancs américains qui sont victimes en masse de la mondialisation. Et on peut imaginer que finalement l'avènement de cette intelligence artificielle qui va, je le crains, provoquer un chômage de masse, génère beaucoup de douleur. Que finalement la douleur, ça soit un petit peu notre ultime raison d'exister, hein, nos émotions et aussi notre douleur. Et donc, voilà. Alors mais cette répartition là du vote Trump et des opioïdes prescrits est assez troublante. Alors, ce qui va également générer de la douleur, c'est notre mode de vie, hein, vous le savez tous. On vit de plus en plus vieux, avec de l'obésité, hein. Là encore, aux États-Unis, l'obésité fait énormément de victimes. L'addiction à la chaise, hein, la sédentarité également, qui est pourvoyeur de douleurs musculo-squelettiques, comme vous le savez, de façon très importante. Donc ce cocktail obésité, vieillesse et puis addiction à la chaise, voilà, ça nous promet encore de beaux jours pour la douleur, peut-être moins pour les algologues. Et on va en discuter là. Un papier de Nature, là, il y a 1 an, qui nous montrait que les réseaux de neurones étaient plus performants en intelligence artificielle que les meilleurs dermatologues pour reconnaître certaines lésions dermatologiques. C'était il y a 1 an. Entre-temps, il y a eu des nouveaux papiers qui nous ont montré la même chose pour des lames d'anapathe. Yann LeCun, le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, nous dit qu'à un horizon d'environ une dizaine d'années, l'imagerie médicale va être révolutionnée, va être bouleversée par l'intelligence artificielle, et les radiologues deviendront un petit peu ce que sont aujourd'hui les biologistes, c'est-à-dire des gens qui font du contrôle qualité, qui achètent les licences, qui les renouvellent, et alors qu'auparavant il aurait fallu 15 radiologues, il n'y en aura plus qu'un seul qui veillera à ce que les licences soient à jour et puis qui signera les protocoles qu'on lui proposera, bon, qui engagera encore un petit peu pendant un temps sa responsabilité. Mais voilà, les économies générées seront telles que la profession ne résistera sans doute pas très longtemps. Et puis aussi la watsonisation de la médecine, c'est-à-dire ces algorithmes de plus en plus sophistiqués. Alors, c'est vrai qu'on est dans une profession qui est extrêmement vulnérable parce que depuis maintenant plus de 2000 ans, hein, depuis Hippocrate, on vit sur notre savoir, hein, c'est un peu notre fonds de commerce, et aujourd'hui, ce savoir, il est en train de se démonétiser à une vitesse grand V, hein. Le savoir, il est dans votre smartphone, il est partout. Alors bon, ça reste c'est pas tout à fait encore de l'intelligence, mais des algorithmes, on l'a vu avec les puissances de calcul, deviennent tellement puissants que si on prend l'exemple du Memorial Sloan Kettering qui, dans ses prospectus, montre que Watson en fait est au cœur du système, hein. Finalement, les médecins servent un petit peu à récolter de la data, mais seul, c'est en tout cas dans leur prospectus, seul Watson va être en capacité de métaboliser toutes les données et toute la biographie, hein. Il faut voir que la bibliographie est multipliée par 2, notamment en cancérologie, tous les 5 ans. La quantité de savoir double tous les 5 ans. Qu'il faut environ 15 ans pour qu'entre une publication Princeps et puis
que la pratique se modifie, il faut 15 années. Donc, effectivement, la watsonisation de la médecine va accélérer en fait la mise en pratique en fait des nouvelles recommandations. Et comme le dit alors un peu un gourou de la technomédecine, Laurent Alexandre, voilà, il est à craindre que ce tsunami de données, notamment génomiques, qui va arriver à une médecine de plus en plus personnalisée, une médecine à la carte, puisse être notre tombeau, puisqu'on ne sera plus en état de pouvoir métaboliser toute cette avalanche de données et qu'on laissera ça à la machine. Voilà, alors un algorithme, c'est quoi? C'est de l'intelligence, entre guillemets, et puis surtout de la donnée, des big data. Pour éduquer de l'intelligence artificielle, il faut énormément de données. Et quelque part, hein, comme à l'époque de Staline, les bourgeois étaient les idiots utiles de la révolution bolchevique. Nous, on est un peu les idiots utiles aujourd'hui de cette évolution. Vous ferez l'expérience là dans vos iPhones, là, vos smartphones. Une des seules icônes que vous ne pouvez pas enlever, que vous ne pouvez pas effacer, c'est l'icône santé. Et ce petit cœur, Apple l'a mis au cœur de chacun des smartphones, de façon à ce que vous ayez en fait les étagères qui sont déjà prévues, où vous allez pouvoir entreposer vos données médicales. Et ils ont déjà mis en place ce dossier médical au sein de votre iPhone. Et si vous allez fouiller cette application, vous verrez que depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, il enregistre tous vos pas. Il enregistre énormément de données à votre insu et il attend qu'une chose, que vous puissiez remplir votre taux de cholestérol, que vous puissiez remplir votre activité sexuelle, que vous puissiez remplir en fait toutes ces datas. Donc les GAFAMI sont aujourd'hui dans les starting blocks, et notamment Google, pour pouvoir récolter ces données. Et ils sont même aujourd'hui en capacité de lancer des grandes études, des grands protocoles. Et eux seuls, aujourd'hui, ont d'une part le cash. Hein, il faut savoir que, par exemple, Apple, c'était un bénéfice en 2016, là, je crois, de 51 milliards de dollars. C'était l'équivalent du bénéfice de 71% de tout le CAC 40. Alibaba va consacrer 10 milliards de dollars dans les 5 prochaines années, rien que pour le développement de l'intelligence artificielle. Voilà, pour juste avoir des ordres de comparaison par rapport au budget de l'INSERM. Hein, voilà. Donc voilà, et puis le fait que effectivement les ordinateurs ne se fatiguent pas, ils sont objectifs, etc. Alors en quoi tout ça va changer notre... Alors bon, pour pas trop plomber le début du congrès, je vais aller sur des choses positives, hein, forcément, et en quoi les algorithmes en algologie vont quand même être... peut-être si les algologues disparaissent, en quoi les algorithmes vont être intéressants. Alors déjà, ça permettra, je pense, j'essaye de voir les côtés positifs, hein, d'homogénéiser les pratiques. Bon, j'ai débuté en psychiatrie à Bordeaux, et donc le matin, j'étais avec un chef de service psychanalyste, et puis l'après-midi, je faisais l'enseignement des mandarinales à la faculté, où on m'expliquait que l'homme, qu'on était en fait une somme de neurotransmetteurs. Et voilà, on peut se demander si aujourd'hui, on n'est pas encore, par certains côtés, hein, je suis un peu caricatural, un peu provoquant là, dans les centres de la douleur. Hein. Il y a des centres de la douleur qui vont être à fond effectivement dans la biologie, d'autres qui vont être à fond dans la sophrologie, d'autres peut-être à fond dans le sport, d'autres à fond dans le... Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un manque d'homogénéisation là, dans des pratiques qui est
assez criant. Et voilà, l'avantage des algorithmes, c'est un petit peu d'homogénéiser et d'être nos arts. Et puis voir également, là par exemple, je prenais ce papier-là qui est sorti encore pas longtemps il n'y a pas longtemps sur le Lyrica, de voir que finalement le Lyrica ne faisait pas mieux qu'un placebo, et on voit dans la douleur chronique de la sciatique par exemple, et on voit qu'il continue à être prescrit l'argamanu. Ce qui est intéressant, alors bon, peut-être faut y voir un plaidoyer pro domo, hein, je le reconnais, notamment au niveau de tout ce qu'est les traitements focaux. Et notamment, je pense à la chirurgie de la douleur. Ce qu'on remarque, c'est en fait, c'est aujourd'hui, c'est l'offre. C'est parce qu'il y a un chirurgien ou c'est parce qu'il y a un anesthésiste à proximité qui va faire la stimulation médulaire que les patients qu'on va penser à proposer de la stimulation médulaire. C'est parce qu'il y a une RTMS à proximité qu'on va proposer aux patients de faire de la RTMS. C'est parce que, par exemple, à Angers, il y a une équipe leader en pompe intratécale qu'on propose de l'intratécale. Donc, de la même façon, et alors que, à côté de ça, les molécules, les traitements médicamenteux, ils diffusent l'argamanu à travers le territoire par les réseaux. Et c'est amusant un petit peu cette opposition. D'un côté, on a des traitements focaux qui sont un petit peu centre-dépendants, hein, donc avec un accès inégal, et de l'autre côté, des molécules qui diffusent largement dans l'organisme, qui diffusent largement sur le territoire. Donc les algorithmes, ils auront aussi cet avantage, on peut le dire, d'homogénéiser les pratiques, dans le sens où voilà, c'est la demande qui, à un moment donné, créera l'offre, et plus le contraire, comme on peut l'observer aujourd'hui. Et puis, comme je vous le disais, l'intelligence artificielle va permettre de métaboliser en fait toute cette avalanche de données qu'on collecte aujourd'hui dans des dossiers médicaux, papier, là, qui sont surtout chez les douloureux chroniques. Là. En fait, on passe à côté énormément de choses parce qu'on n'est pas en capacité de reprendre tout le dossier, tous les antécédents, de faire ce data mining qui nous permettrait d'identifier des profils de personnalité, des profils de patients qui pourraient répondre beaucoup mieux à tel ou tel traitement. Plus, et sans doute, tout l'avènement de la génomique, hein, toutes les données génétiques qui vont nous permettre d'affiner encore plus les profils des patients douloureux chroniques. Donc ça sera l'avantage des big data. Et puis également, voilà, un petit peu les parcours de soins, les centres de la douleur. Bon, je crois qu'à Marseille, là, les délais d'attente, c'est environ 9 mois à 1 an. Hein. Et quand on sait que le temps, ce que ça représente de danger dans cette spirale destructrice biopsychosociale, voilà, ça permettra sans doute, ces algorithmes, un accès beaucoup plus rapide à des thérapies avec des sortes de coupe-fil en fonction des pathologies. Les algorithmes, et puis pour ce qui est de l'hybridation, là encore, hein, pour finir sur une note positive, j'ai pris le parti de vous dire que les bonnes choses des algorithmes et de l'hybridation homme-machine. Hein. Donc en algologie, vous le voyez, là dans votre téléphone, c'est 18 millions de fois la puissance qui a permis de mettre un homme en orbite autour de la Lune. C'est-à-dire la puissance de calcul aujourd'hui, elle est 18 millions de fois supérieure à celle de l'ordinateur de la NASA qui a permis d'envoyer un homme sur la Lune. Donc la miniaturisation des modes de stimulation qui vont être de plus en plus sophistiqués, des électrodes, c'est tout ce qu'on appelle la convergence NBIC, hein, c'est-à-dire les progrès des nanotechnologies, de l'informatique, des sciences cognitives, et qui vont maturer encore davantage tous les dispositifs implantés, avec aujourd'hui des modes de stimulation extrêmement sophistiqués, et puis des cibles qui ne cessent de se multiplier, que ce soit au niveau de la moelle épinière, que ce soit au niveau des ganglions nerveux,
du nerf occipital, des aires aujourd'hui également avec la RTMS, mais la stimulation corticale. En fait, il y a toute une panoplie d'instruments et de cibles qui sont en train d'émerger. Des modes de stimulation également de plus en plus sophistiqués qui vont se rapprocher de la physiologie. La connexion, la programmation, le suivi à distance également. Et puis, on le voit arriver en neurochirurgie, notamment dans l'épilepsie, en stimulation cérébrale profonde, des électrodes qui vont stimuler, hein, mais non seulement qui vont stimuler, mais qui vont enregistrer. Ce ne sera plus des stimulateurs ni des récepteurs, ça sera des stimocepteurs qui vont moduler la stimulation en fonction de l'enregistrement de l'activité électrique du tissu nerveux et de cette façon d'apporter une stimulation à la carte qui épouse encore plus le profil physiologique du patient. Et puis tout ça s'accélère. Là, un papier qui est sorti il y a peu de temps, bon, on en parlait beaucoup dans le domaine au niveau du cerveau, mais ça commence à arriver au niveau de la moelle épinière, l'optogénétique. L'optogénétique, vous en avez sans doute entendu parler, qui consiste en fait à modifier le génome de certaines cellules par des virus, hein, qui intègrent le codage d'une molécule, hein, une molécule de rhodopsine, et cette molécule qui s'intègre au génome va rendre la cellule dans laquelle elle est intégrée excitable par une autre source que l'électricité, c'est-à-dire par la lumière. C'est en fait ce qu'on a, c'est les molécules qu'on a au fond des yeux, hein, au niveau de la rétine. Ces cellules qui deviennent excitables par la lumière et non plus par l'électricité. Et ça, cet avantage, non seulement de pouvoir être stimulé, mais également d'être inhibé et de pouvoir apporter une neuromodulation beaucoup plus fine. Et voilà, on va modifier certaines catégories de neurones qu'on va pouvoir infecter grâce à des virus. Et une fois que ces neurones vont être modifiés, avec une fibre optique, on va pouvoir modifier leur activité de façon extrêmement précise. Ce à quoi on n'arrive pas aujourd'hui avec la stimulation cérébrale profonde ou la stimulation médulaire. On arrive à inhiber, on arrive à stimuler, on n'arrive pas en fait à avoir tout le panel de l'inhibition et de l'excitation, et on n'arrive pas à être aussi précis. Voilà. Et puis, bon, en fait, pour la fin, et pour que vous restiez sur votre faim, un papier qui est sorti il y a très peu de temps, qui nous montre que, bon, on connaissait les circuits descendants classiques, notamment les cordons postérieurs qu'on inhibe pour bloquer la douleur. Il y a toutes sortes d'autres circuits qu'on est en train de mettre à jour, et notamment intéressant de voir que la faim, hein, les circuits de la faim bloquent la douleur, notamment la douleur inflammatoire. Ça, c'est un papier très intéressant de Payne, de Sells, qui nous montre en fait qu'il y a des études assez intéressantes sur la douleur inflammatoire qui montrent finalement que lorsque l'on stimule les circuits de la faim, on bloque la douleur. Donc il y a encore toutes sortes de cibles anatomiques, mais toutes sortes de cibles physiologiques, avec toutes sortes d'outils comme l'optogénétique qui nous reste à mettre à jour avant que nous disparaissions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous êtes confiant dans votre avenir professionnel? C'est vrai qu'on est à une préhistoire dans notre fonctionnement avec les patients, on est à une préhistoire humaniste peut-être. Est-ce que notre préhistoire humaniste va déboucher sur
un modernisme inhumain, parce que c'est ça la question. Hein. Est-ce que notre avenir laissera la place encore? Est-ce qu'on va être tous à un salaire minimum sans action humaine maximum? Mais c'est vrai que ça ouvre aussi ce qu'on discutait un petit peu là, le fait que qu'une des raisons qu'on retrouve notre humanité dans nos émotions, dans notre animalité, dans nos douleurs, c'est mais vaut mieux que tu le dises toi-même là au sujet du vide que ça va créer. C'est vrai qu'hier on discutait le fait d'être comme ça soumis à des éléments techniques toujours plus performants laisse un vide dans notre action humaine, c'est-à-dire notre espoir de voir quelque chose de construit par nous impacter le monde et nous diminue, puisque c'est tout ce qu'on construit d'externe qui va prendre une place dans toutes nos fonctions physiologiques, émotionnelles même, avec l'intelligence artificielle de 3e niveau, j'allais dire, et sociale. Donc ça laisse un vide à l'humain, et il a dit quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on redevient que des animaux. On baisse de niveau d'humanisation, dépassé que l'on est par nos structures construites intellectuellement, comme tout ce qu'il vient de décrire. Donc on a une perte sociale, une perte émotionnelle, tant ceci nous dépasse dans la construction de l'intelligence, et une perte physiologique, dans laquelle on a aussi des outils qui vont peut-être dépasser le fonctionnement humain, en tout cas le concurrencer. Donc il a dit qu'on redevenait des animaux. Cette notion de se rapprocher de la nature, c'est peut-être redevenir les animaux qu'on a perdus. La limite de ça, c'est que notre monde écologique est en danger. Et peut-être qu'on ne va pas voir cet avenir parce que notre évolution a provoqué des dangers multiples dans le globe terrestre. Et donc on va peut-être être à la fois dans cet avenir bizarre et moderne, mais dans une régression écologique, environnementale. Ça, je ne sais pas si, justement, l'intérêt des philosophes, c'est de mettre en collaboration deux chapitres qui ne sont pas du tout symétriques. C'est-à-dire l'évolution du danger d'une société qui s'est déshumanisée, qui s'est industrialisée jusqu'à son épuisement physiologique du globe terrestre, et les espoirs d'une intelligence qui va toujours se décupler. Mais si les deux ne sont pas dans la synergie, l'un va peut-être écraser l'autre. On voit dans le monde actuel une grande souffrance bestiale dans des sociétés loin, à quelques heures d'avion de chez nous. Une souffrance bestiale continue à exister. Alors que nous, on est déjà dans des poétisations technologiques énormes. Donc ça, c'est peut-être une limite de cet espoir ou de cette angoisse de l'intelligence artificielle. Fabrice Lorrain, mon psychiatre, dont je ne me sépare jamais dans mes discours, a une remarque. Je suis en échec thérapeutique depuis 30 ans avec Patrick. Alors, ouais, je vais rebondir sur la dernière remarque parce qu'elle est très intéressante. Effectivement, on va vers l'animalité. Et est-ce que ça va être la perte finalement de nos facultés supérieures de spiritualité? Moi, je crois profondément à l'approche philosophique de Régis Debray qui parle de l'effet de jogging. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un élément dans l'histoire de l'humanité qui apparaît comme la mondialisation, en même temps qu'il y a la mondialisation, en même temps on voit la tribalisation et des replis communautaires comme jamais il y a eu. Et il y avait cette étude très intéressante en 1920 où on voyait le début de la voiture et on imaginait maintenant, 2020, l'homme 100 ans plus tard, et dans les journaux de l'époque, on imaginait l'homme avec carrément des membres inférieurs atrophiés, puisqu'on aurait tout fait en voiture, etc. Et Régis Debray remarque, mais non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui sont en voiture, effectivement, avec Homo obesis, je sais pas, l'homme obèse, mais on n'a jamais vu autant de gens dans les rues à faire du jogging. Excusez-moi. Ouais, c'est Régis Debray, justement. Voilà, c'était juste. Donc, je pense que, alors peut-être dans 100 ou 200 ans, mais j'en viens à ma question après, hein, on aura peut-être au contraire une hyper-spiritualité qu'on commence à voir, ou une sorte d'hyper-religiosité qui va nous extraire de l'animalité. C'est mon petit point. Alors, j'en reviens à ma question. Désolé. Dans le dernier bouquin d'Antonio Damasio, qui est un neurologue d'origine portugaise américain, qui est un peu le chantre de Spinoza, c'est pour faire un... Voilà, il fait cette expérience extrêmement intéressante, enfin il rapporte cette expérience qui dit que l'homme, dans les choix de sa vie, les choix importants, entre le rationnel et l'émotionnel,
puisque derrière l'IA, il y a quelque chose du rationnel. Eh bien, si on se rend compte vie entière, et que finalement, au moment d'un choix que nous, êtres humains, nous avons à réaliser, la partie émotionnelle va nous faire aller vers le bon choix. C'est-à-dire que l'homo rationalus, je ne sais pas comment dire, il n'est peut-être pas si bon que ça. Et ma question, alors je reviens à ça, c'est qu'on voit très bien que derrière l'IA, en dermato, c'est évident que tout ce qui est de l'ordre de l'inspection, du regard, de l'analyse des tumeurs cancéreuses, enfin, on voit tout à fait que ça peut être que très très performant au sens où toute la dimension rationnelle de l'homme va être majorée, mais fois immense. Et ce que je me demandais, c'est, alors tu l'as un petit peu abordé, c'est si dans tous ces algorithmes, quelle va être la part justement d'algorithmes émotionnels, de l'empathie, du lien humain, du link, hein, enfin de la bienveillance, de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez des algorithmes émotionnels ? Ah oui, non, c'est bon. En fait, je suis ennuyé parce que je me retrouve dans une position à devoir me voir vraiment faire l'avocat du diable, alors que ce qui arrive là, c'est quelque chose qu'en fait qui me préoccupe beaucoup. Mais dans les émotions, là, il y a il y a depuis peu des logiciels qui ont été mis au point par des psychiatres qui permettent d'anticiper les suicides, d'anticiper le suicide par tout un faisceau d'arguments, que ce soit le contenu des boîtes mail, que ce soit le timbre de la voix, que ce soit l'activité physique, de la même façon que vous, psychiatre, vous voyez bien chez un patient PMD, à partir du moment donné où il peut faire son virage. Mais tout ça, effectivement, on a le sentiment que c'est de l'ordre du feeling, mais finalement, qu'est-ce que le feeling, c'est finalement, ça reste de l'expérience, l'intuition, c'est de l'expérience qu'on peut malgré tout mettre en algorithme. Simplement, ça repose sur un corpus de données un peu plus flou, mais aujourd'hui, les algorithmes permettent de lire l'émotion sur un visage. Donc voilà, cette individuation, tous les marqueurs somatiques chers à Damasio, là, ils pourront être encodés par des algorithmes. Voilà, donc je vois, malheureusement, je crains que ce ne soit pas une limite. Ouais. D'autres remarques Moi, j'ai une question sur l'intelligence artificielle, ou l'aide à l'intelligence artificielle va sans doute nous aider sur du diagnostic. La question, c'est sur le traitement. C'est-à-dire, est-ce que l'être humain acceptera une prise en charge intelligence artificielle intégrée pour le traitement, ou est-ce que, de manière un peu ontologique, on n'y arrivera pas? C'est-à-dire, il faudra toujours qu'il y ait un référent pour le traitement, pour la confiance, pour tous les effets qu'on connaît bien quand on propose un traitement. Il faudra toujours une interface humaine, même si elle est aidée par l'intelligence artificielle. Je pense effectivement l'interface empathique entre le patient et l'algorithme elle est nécessaire, et je pense que ça sera le rôle de l'infirmière, qui fait ça très bien et sans doute mieux que nous peut-être. Donc effectivement, l'humain restera. Alors après, c'est un petit peu la question qu'on pose. Est-ce que pour un pilote d'avion, est-ce que quand le pilote, on acceptera de monter dans l'avion quand on saura qu'il n'y aura plus de pilotes dans l'avion? C'est également la question avec la voiture. Bon, je sais, j'ai une petite fille là, qui a 2 ans. Je suis convaincu qu'elle ne passera pas son permis de conduire, parce que les voitures automatiques seront beaucoup plus safe, beaucoup plus connectées. Et on sait aujourd'hui que 80% des accidents de la route sont liés à des erreurs humaines. Pareil en médecine, en oncologie, quand on verra que finalement, entre l'oncologue je ne vais pas citer de ville, de Pétaouchnok, et puis le système expert de Google. D'un côté, on a des taux parce que tout ça, on va pouvoir évaluer de plus en plus les résultats. On verra qu'on a 30% d'un côté et puis 75% de survie. Forcément, on ira vers ce qui offrira
Donc il restera l'aspect humain, mais cet aspect humain, je pense qu'il pourra être très bien et mieux géré peut-être par les infirmières que par les médecins. D'autres remarques? Nous, c'est bizarre parce que Fabrice, tu parles de l'aspect humain de notre relation, mais depuis 30 ans, grâce à toi, on a mis en place, tous les patients douloureux chroniques passent le MMPI. Je vous en ai parlé avec les histogrammes du test qui maintenant correspond à 392 questions que le patient répond en 1h15 en moyenne, et ça nous donne des histogrammes de leur profil de personnalité. Et pour nous, c'est de l'intelligence artificielle avec un logiciel qui fait une analyse statistique de chaque critère, hein, hystérie, hypocondrie, paranoïa, psychopathie, sociopathie, schizoïdie, manie, dépression, masculin, féminin, vous voyez, tous ces critères avec une quantité, je vous montrerai cet après-midi, pour les prothèses de genoux en échec. Et derrière cette analyse quantitative, il y a une analyse textuelle. C'est-à-dire il y a 2-3 pages où l'ordinateur a produit avec ces questions un texte sur la psychologie du patient. Et Fabrice, tu le lis, et des fois tu dis, ben, c'est pas con, c'est mieux que ce que j'avais pensé du patient. En fait, tu dis pas c'est pas con, mais et tu le fais comme un examen complémentaire en radiologue. Donc c'est étonnant qu'on a intégré ça depuis longtemps, et on se dit, il vaudrait mieux qu'on fasse un protocole d'antiépileptique, d'antidépresseur ou de TENS en fonction de type de personnalité que nous décrit l'intelligence artificielle suite à ce questionnaire. Et pas parce qu'on pense que ça va être mieux le TENS que l'antiépileptique pour lui. Mais s'il nous dit c'est une personne obsessionnelle, ben, peut-être on va lui dire d'utiliser le TENS, etc. Mais pas un antidépresseur ou un antiépileptique qui va modifier son obsessionnalité. Donc ça, c'est une application qu'on a déjà et qui nous aide et qui peut-être un jour remplacera parce qu'elle va être écrémentée par des tas. On ne l'a pas encore sommé, tout ça. L'expérience que l'ordinateur a sur un questionnaire d'un patient n'est pas additionnée aux 3000 patients qu'on a fait avant. C'est ça la big data qui un jour optimisera encore ce questionnaire pour le rendre plus efficient que nos choix multidisciplinaires d'évaluation du patient. Là où on a fait aussi une avancée, c'est grâce à l'école vitaliste, ça. C'est pas grâce à nous. C'est que depuis 18 ans, on avait mis en place un protocole d'évaluation biopsychosociale sur 2700 patients. Pareil, on l'a publié, mais c'est pas en anglais, donc 2700 patients suivis sur 3 ans d'évolution, dans lequel on cotait la douleur physique, la douleur psychique et la douleur sociale, dans 33% des centres de la douleur en France, pour arriver aux conclusions que tu viens de dire, c'est-à-dire qui c'est qui, en médecine intégrative, c'est-à-dire hypnose, EMDR, épileptique, stimulation médulaire, qui c'est qui fait mieux pour faire évoluer les membres fantômes, par exemple, vous voyez, qui c'est qui fait mieux pour les douleurs migraineuses rebelles. Donc, dans 33% de 33 centres en France, on avait vu que, par exemple, Bordeaux faisait mieux pour le dos, Nantes faisait mieux pour la migraine, parce que, et qu'est-ce qu'ils faisaient mieux? C'est-à-dire ils associaient 3 ou 4 thérapeutiques qui étaient optimum pour la migraine à Nantes et pour le dos à Bordeaux. Donc, c'était les big data sur tous les centres de la douleur pour homogénéiser. Et à la suite de ces 3 ans de suivi, on savait qui étaient les meilleurs centres. On n'a pas publié dans la revue Le Point, hein, qui nous avait demandé de sortir ça pour dire classer les centres antidouleurs par ordre de compétence du premier au dernier. Vous voyez, c'était grâce à la mutualité française, on a fait ça. Mais c'était il y a 18 ans. Et c'était trop, encore intelligemment, on n'avait pas de capacité intellectuelle de comprendre que le choix thérapeutique devait être poolé dans tous les centres de la douleur de France en fonction des centaines de patients que les centres ont fait. Et que ça, c'est des big data qu'on n'a jamais utilisés. Pour dire il faut 4 soins pour faire ce type d'amélioration du patient, et ces 4 soins, c'est ceux qu'ils ont fait à Nantes et pas à Bordeaux. Vous voyez, donc ce n'est pas des choix sur monoparamétriques, c'est multiparamétrique. Et ça va être possible avec les big data de façon automatisée quasiment. Donc on pourra peut-être associer des thérapeutiques qui ne seraient pas été par l'habitude médicale associées, parce qu'on ne les a pas dans un centre et on les a dans un autre. Donc ça, c'est une évolution de l'intelligence qui va manger notre capacité de choix thérapeutique plus que ce qu'on pense, quoi. Après, qu'est-ce qui restera pour l'humain? Vous, les infirmières, est-ce que vous allez être remplacés par des robots aides-soignants ou des robots... Dites-nous quelque chose. Bonjour. Peut-être je veux seulement juste parler d'une expérience que je le fais. Moi, je suis allemand et chez moi, ça existait à l'époque encore les services civils. Alors, je travaillais dans un hôpital qui s'appelle médecine intégrative. Alors, dans cet hôpital, il y avait aussi des patients qui ont eu le cancer
alors plein de sortes de maladies. Et j'ai eu souvent des entretiens avec ces patients qui disaient que oui, je sais que je ne suis pas dans le meilleur centre d'oncologie. Mais ici, on est humain. On chante, on donne la main, on regarde, on parle, on me touche, on parle des émotions, on peut s'échanger avec les autres patients. Je peux faire des sports ou la peinture ou autre chose. Mais moi, je préfère rester humain. Et ça, franchement, ça m'a vraiment marqué. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours, tu as un cancer, tu veux survivre, combien de chances tu as et tout ça. Et là, je trouve des patients qui disent, je m'en fous de ça. Mais au moins, je reste humain. J'ai le sentiment de rester encore dans quelque chose qui, aujourd'hui, dans le monde, qui évolue tellement que je n'ai plus ma place. Je ne veux pas être un robot. Voilà, c'est tout. L'humain va être remplacé aussi par une écoute. Vous savez, maintenant, pour engager quelqu'un, vous savez, les DRH, ils font aussi, comme nous, de la souffrance biopsychosociale. Quand on engage quelqu'un, il faut savoir s'il est physiquement, intellectuellement compétent, s'il est émotionnellement correct et s'il est socialement adaptatif à l'entreprise. Donc c'est du biopsychosocial. C'est le même métier. DRH, c'est le même métier qu'algologue. Hein. Vous ne savez pas ça. C'est exactement le métier. Donc ils sont en train d'évoluer en faisant une présélection des milliers de patients qui sont sur un poste demandeur. Comment ils font cette présélection? Avec Google. Et une jolie image virtuelle, une femme en recomposition informatique, vous voyez ce que je veux dire? Donc un hologramme vient en synthèse vocale, vous poser des questions, entendre vos réponses et analyser ce que vous dites avec un premier screening. On enlève ceux qui sont sur cet échange informatique pas du tout capables d'aller jusqu'au deuxième niveau de prise en charge de la sélection DRH. Vous voyez, c'est déjà une présélection. C'est déjà... Et il se trouve que c'est plus performant que la première sélection d'un DRH compétent. Vous voyez, c'est une évolution qui est déjà une prise en charge globale de quelqu'un sur le plan de la biopsychosociale. Oui. Au niveau des nouveaux... j'ai vu qu'il existait des assistants Google, c'est-à-dire qu'à la maison, déjà, c'est rentré. Vous pouvez demander ce que vous voulez et il vous trouve sur une station de musique. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée-là dans les foyers maintenant? Parce qu'il suffit de lui dire « Hey Google » et on peut lui demander ce que l'on veut. Oui, ça c'est avec Siri, avec tout, c'est bien développé. Ce qui est intéressant que Google va vous connaître, ce que dit Ray Kurzweil. Bientôt, Google vous connaîtra mieux que votre conjoint. Et vous en avez déjà des illustrations quand, par exemple, vous sélectionnez une musique là, sur votre playlist. Bon, vous avez aimé ça, alors vous aimerez sans doute ça. Quand vous achetez un livre à la FNAC sur tel site, vous avez aimé ce livre, d'autres, ça veut dire que ce livre vous plaira. Et c'est vrai force est de constater que l'on arrive... voilà, c'est des livres qu'on nous propose, effectivement, qui retiennent notre intérêt. Alors, il en va de même pour les disques, pour la musique, pour le cinéma, etc. Donc, on va régulièrement... Parce que la neurochirurgie, la psychiatrie, tout ça fait fantasmer les gens. Et la question qui me revient souvent quand on fait des conférences, c'est voilà, est-ce que bientôt on va pouvoir lire dans nos pensées? Ça, c'est un petit peu le fantasme. Mais finalement, Google fait mieux que lire dans nos pensées. Là aussi, par exemple, on regarde ma boîte Gmail, où j'ai 60 000 mails. On sait tout de mon orientation sexuelle, de mon orientation politique, de mon orientation professionnelle, etc. Avec tous les mails que j'ai échangés depuis 1997, on en sait davantage que beaucoup de gens de mon entourage. Et ce dont on n'a pas conscience, si aujourd'hui, au PTT, tous les lettres qu'on arrivait, on les ouvrait, on les scannait, on rechercherait les mots-clés, on les archiverait, et puis on vous le rendrait, on crierait au scandale. Sauf qu'aujourd'hui, Google, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Tous vos mails, ils sont lus, ils sont décryptés, et ça façonne un profil
Le simple fait, par exemple, quand vous allez sur le site du Monde, aujourd'hui, il y a des outils qui sont assez performants pour ça. Il y a des traceurs avec les fameux cookies. On sait tous les sites que vous avez visités auparavant. Et donc, en fonction des articles que vous allez sur Google, en fonction de ce que vous allez liker sur Facebook, ce que vous allez aimer sur Instagram, de ce que vous allez détester sur Twitter, et on va se faire une idée de plus en plus précise de vous, et bien sûr, ça peut être utile, hein, ça pourrait être utile, on peut en revenir à notre sujet à l'algologue, de bien cerner votre personnalité, le catastrophisme, etc. Mais voilà, c'est aussi assez terrifiant. Et là, on fait l'accélération est vertigineuse. Hein. Oui, Marc, oui, on sent bien que l'intelligence artificielle va venir un petit peu compléter la rationalisation et aider dans ce sens-là. Mais on sait bien aussi que bon nombre de découvertes, bon nombre d'avancées ont été faites hors cadre, ont été intuitives, parfois le hasard. Et qu'en est-il d'une créativité artificielle ou algorithmique? Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué? Alors, non, c'est vrai que là c'est ce qui reste, c'est ce qui nous reste. Hein, c'est ce qui nous reste. Et je pense l'enjeu de l'éducation dans les prochaines années de Blanquer, hein, justement, ça va faire en sorte que l'on ait une intelligence qui soit complémentaire de l'intelligence artificielle. Et ça va être la créativité, et je pense effectivement que l'art, l'histoire, etc., la littérature, en fait, tout ce que c'est ça qu'il va falloir investir pour nos enfants, parce que bon, comme vous tous dans la salle, j'ai des enfants et je me demande, voilà, vu ce qui arrive, vers quoi je vais bien pouvoir les orienter pour qu'ils aient un bagage, pour qu'ils aient leur place dans la société de demain et qu'ils ne soient pas mangés par ces algorithmes. Et il y a un livre que je vous conseille là d'un ami là, qui sent un peu le soufre là, mais bon, c'est Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, c'est un essai qui est totalement prophétique pour ça, qui justement qui essaye de nous aiguiller dans cet univers des GAFAMI et des BATX là, chinois là, vers quoi, où est-ce qu'on va pouvoir se réfugier. Effectivement, ce que tu dis là, c'est la créativité, tout ce qui est autour de l'émotion, de l'empathie, alors qu'en fait, on est en train d'externaliser beaucoup de nos aptitudes intellectuelles, hein, que ce soit l'orientation, l'écriture, et puis chaque fois qu'il y a une aptitude qu'on externalise, il y a d'autres aptitudes collatérales qui s'éteignent. Hein. Par exemple, le fait de plus écrire. Bon, écrire, c'est pas seulement mettre des caractères, c'est apprendre donc la concentration, c'est le soin, c'est l'attention. Hein. C'est pas seulement mettre des signes sur un support. Et le fait que l'écriture va petit à petit s'éteindre, le calcul mental, on n'est plus capable de calculer là, même des opérations très simples, j'en suis incapable. L'orientation, c'est pareil, on fait plus confiance à notre GPS qu'à nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on peut craindre, de la même façon que la voiture aux États-Unis, elle a généré beaucoup d'obèses, hein, autant sans doute que la télévision. L'amyotrophie musculaire qui a été générée par la révolution des transports, et bien que la révolution cognitive, elle puisse aussi aboutir à une sorte d'amyotrophie cérébrale. Donc, parce que tout ce qu'on n'entretient pas, forcément risque de s'éteindre. Donc il faut effectivement des relais qui vont être dans la créativité, dans ces domaines, mais plus dans la mémorisation, le calcul et tout ça.
Quand on écoute, on voit qu'il y a une espèce de vide qui se fait autour de nous. Et le vide, ce vide est générateur d'une angoisse, d'une construction douloureuse pour notre corps et pour notre psyché. C'est-à-dire, c'est ce vide-là des potentialités humaines qui laisse la place à un vide. C'est vraiment une théorie, ça, le fait que la douleur vienne des vides. Vide physique, comme on a dit, réduction des mouvements, vide psychique, réduction des capacités d'échange, et vide sociologique, exclusion complètement de notre fonction humaine. Donc la créativité, l'échange, la tribalisation peut-être est un essai de reconstruire des liens. Je ne dirais pas l'amour, mais des liens qui ne sont pas utiles pour la société, mais qui sont utiles à remplir le vide que les modernités nous obligent à subir, ce vide-là. À l'époque, la construction des liens et de l'agression avec la nature, qui était hostile, permettait de maintenir un niveau de vigilance de l'homme, physique, psychique et social, parce qu'il ne maîtrisait rien autour. Maintenant, tout va être maîtrisé par l'extérieur et cette intelligence artificielle. Donc nous, on a un vide existentiel. Oui. Dans ces notions-là d'intelligence artificielle, il n'y a pas de début, enfin il y a un début certainement, mais ça donne l'impression qu'il n'y a pas de fin. Enfin, là, à vous écouter, moi je suis un peu étrangère. Mais je me dis, est-ce que du coup, c'est aussi nous faire imaginer qu'un jour, il y a une sorte d'immortalité qui arrive. Enfin, je veux dire, une notion où il y aura une entité humaine, enfin, donc pas humaine, mais une entité immortelle. C'est ce qu'il a dit dans une diapositive, oui. C'est ce que tu as dit dans une diapositive avec l'infini sur le cerveau. Il n'y a plus de temporalité. Non, c'est vrai qu'on peut se demander si dans l'évolution que l'on connaît là depuis en fait la création de l'univers, que même il y a Elon Musk nous dit il y a plus de chances qu'on soit en train de vivre un univers qui soit comment dirais-je, qu'on soit dans une sorte de jeu informatique de rôle immense enfin, j'exprime mal. Non, on est dans une évolution là qui nous fait partir de rien. L'homme, on peut imaginer que l'homme est un maillon de cette évolution, qu'il engendre une intelligence artificielle, que cette intelligence artificielle puisse à un moment donné, c'est le fameux point de singularité, évoluer à son propre compte, et à partir du moment où elle serait en capacité d'un auto-apprentissage, hein, c'est ce que certains imaginent, là en fait ça devient totalement imprévisible. Et on peut même, alors ça c'est les scénarios 2001 de l'Odyssée de l'espace, hein. Vous le voyez, Hal dit à un moment donné, l'homme est le maillon faible par rapport au but qu'on s'est fixé. Donc il va faire en sorte que le cosmonaute ne puisse plus rentrer dans la cabine pour reprendre le contrôle. Donc, parce que le but, la survie, la prolifération est plus importante que l'individu à un moment donné. Et ça, bon, il y avait eu un manifeste il y a quelques temps de Hawkins qui est décédé, même Bill Gates, qui nous disait que peut-être que justement cette intelligence artificielle va se rendre compte que l'homme est une entrave à son développement. Et c'est vrai que de la même façon que dans les années, je ne me rappelle plus, du côté de Lyon, les hommes avaient jeté les métiers à tisser parce qu'ils voyaient bien que ça allait détruire le travail. Et puis à la fin même, comme c'était quand même compliqué d'aller jeter les métiers à tisser, ils retiraient leurs sabots et puis jeter ça dans les métiers à tisser, d'où l'expression saboter les métiers à tisser, parce qu'ils voyaient que comment dirais-je, l'automatisation les mettait en danger. Donc on peut imaginer qu'à un moment donné, que la société, les hommes se rebellent par rapport à cette intelligence artificielle qui vole leur métier. On peut craindre que la médecine soit les métiers de la médecine, hein, soit la prochaine sidérurgie, hein, qu'on soit un petit peu les maréchaux ferrants de
Ouais. Et oui, l'économie du travail, on ne sait pas ce qu'on va... Oui. De réflexion. Merci. J'aurais aimé, avec le côté psychiatrique à croiser avec votre communication, vous faire préciser l'interruption du sentiment de temporalité. Est-ce que ça permettrait pas la plongée dans un accès psychotique à repérer, à prévenir peut-être, dans un suivi C'est vrai que devant ces angoisses, est-ce qu'on ne va pas, pour une partie, développer une psychose? Alors là, mon intelligence carbonée a du mal à répondre à votre question, parce que je ne comprends pas bien, en fait, la... Ouais. Ouais. D'accord, donc voilà. Donc vous êtes psychanalyste. D'accord. Non, à vrai dire, j'ai pas le matériel intellectuel là pour vous répondre là, mais sans doute Patrick il l'a. Mon intelligence occitane va répondre sans problème, grâce à Lacan, bien sûr. Donc recommencez vos études lacaniennes. Lacan, c'est là et quand. Ici et maintenant. Et c'est totalement en rapport avec notre journée, pour ceux qui ne sont pas au DU, d'où l'heure. D''OU, de quelle corporalité? L'heure, L''HEURE, en quelle temporalité existe notre existence humaine? C'est-à-dire que ce que vous dites sur le vide de la temporalité, ça va y avoir une concentration dans la douleur. Une concentration temporelle et spatiale dans la douleur. C'est pour ça qu'on n'a pas d'avenir en tant que technicien d'algologie, mais peut-être on a un avenir en tant que poète de l'algologie. Oh là là. Bon, on va arrêter la réunion de suite, parce que c'est ça le trop. Mais que faire autrement que la créativité poétique dans la rencontre de l'autre, c'est-à-dire sans objet de guérison, comme dirait Lacan ou Freud, mais de vivre encore des moments entre eux et nous. Ou entre nous, peut-être. La pluridisciplinarité, c'est un début de vide conceptuel pour se dire on va être à 3 ou 4. On fait une espèce de... Bon, je ne fais pas de vulgarité. Tu voulais parler? Oui, bon, après je fais un retour en arrière, tant pis, c'est pas gênant. À vous entendre et entendre, à écouter la question précédente. Est-ce vous avez montré sur une diapositive qu'on est passé du Cambrien jusqu'au cerveau en 630 millions d'années, si je me souviens bien. Peut-être que l'on vit, mais vous l'avez exprimé tout à l'heure, dans les dernières heures, l'extinction de l'être humain, qui va se rebeller, mais peut-être ça sera insuffisant. On va certainement évoluer dans les années à venir, jusqu'au point de singularité, ou peut-être un peu plus loin, plus vite qu'en 630 millions d'années, probablement. Je le crains et j'en suis effrayé parce que ça signifie un petit peu la fin de notre espèce. Mais force est de constater qu'on fait tout pour, que ce soit les processus de pollution, de surpopulation. On fait en sorte que la Terre devienne invivable, inhabitable. Donc c'est vrai que le fait de se dématérialiser pour poursuivre notre évolution, ça a du sens. Ça a du sens. Et c'est vrai que le processus darwinien, il s'essouffle par rapport à l'accélération de technologique. Pour poursuivre, alors si cela s'essouffle, est-ce qu'on ne passera pas dans le monde quantique pour répondre au problème de temporalité et passer dans un autre espace-temps où justement il n'y a plus espace-temps, mais de l'intemporalité? Est-ce que ça serait notre prochaine phase dans l'évolution? Peut-être. En tout cas, ça commence déjà par une rencontre, cette analyse permanente. C'est un commentaire. Des idées d'espoir ou...
merci Marc de nous donner cette orientation. Il fallait... On entend beaucoup de conférences à la télévision et de remarques, mais c'est plus pertinent quand même, malgré tout, une rencontre physique avec quelqu'un qui connaît un peu ces sujets et qui les a explorés sur le plan intellectuel. Enfin, ça change, je pense, là, pour le coup, la rencontre, ça change votre imprégnation de ce que ces informations qui sont dans les médias passent dans votre cerveau quand elles sont véhiculées par un homme en chair et en os. Peut-être l'année prochaine, tu viendras avec ton hologramme. Est-ce que ça aura aucun d'impact? Je ne sais pas. Donc, merci Marc. Avant la pause, on n'est pas en retard, on va parler de choses concrètes, parce que malgré tout, si vous avez mal à la tête, demain, vous allez prendre du Doliprane. Enfin, bon. Il faudrait pas, peut-être, il faudrait parce que Sanofi nous aide. Donc, on parle un peu de... comment on fait pour faire apparaître les diapos? Grâce à l'intelligence, oui, voilà, de l'opérateur. Merci. Dans les conférences, il faut tout savoir si l'opérateur a écouté le conférencier. Là, on lui demandera à la pause parce que c'est un des signes importants de la captation. Comment ça marche? Ouais. Google, ouais. Donc, maintenant, je vais vous parler des produits qui sont un peu nouveaux, qui arrivent sur le marché. Est-ce que ce sera des produits très importants? Mais vous connaissez le Penthrox? Oui et non. La moitié connaît. Qui ne connaît pas du tout? Oui, voilà. Donc, une information. Qu'est-ce que c'est le Penthrox? Donc, ça, c'est pour des douleurs au SAMU et en urgence. Ce sont des gaz. On a toujours eu des gaz anesthésiques dont on ne sait d'ailleurs pas comment ils fonctionnent bien sur le cerveau. Ils doivent parasiter quelque chose et on n'a pas tout compris de leur action pharmacologique, antalgique et anesthésiante. Donc ils ont développé, parce que vous savez que là où ça résiste encore, c'est les douleurs aiguës aux urgences et les douleurs post-traumatiques. Donc SAMU et ambulance. Donc les services d'urgence et les SAMU peuvent bénéficier maintenant de ce liquide à inhaler par une vapeur de ce méthoxyflurane. Donc, on a décliné les gaz anesthésiques, il y en a beaucoup des gaz anesthésiques. Celui-là, pas trop dangereux, assez efficace, un nouveau médicament antalgique de l'urgence de chez Mundipharma. Donc, c'est automatique pour le patient. Il y a un petit bout de charbon qui va absorber ce gaz pour pas qu'il se répande dans l'atmosphère. Tous ces gaz sont un peu toxiques pour la femme enceinte. Ma femme a beaucoup travaillé dans l'anesthésie comme moi, et avec à l'époque beaucoup de gaz sans récupérateur. Et j'avoue que ça peut provoquer des fausses couches, des choses, des nausées. Rien n'est neutre dans ces gaz, surtout quand vous l'inhalez pendant des années et sans les précautions qu'il y avait actuellement et qui sont diffusées dans les blocs opératoires. Ici, il y a le charbon actif, vous voyez en droite, sur la main droite, qui va absorber ce gaz, mais le patient verse, ou le soignant verse un peu de liquide dans ce petit réceptacle, et le patient qui est douloureux va pouvoir respirer ce gaz, et en quelques secondes, il y aura cet effet analgésique immédiat et intense contre les douleurs. Donc, c'est pour les urgences, et ce n'est pas pour nous, ça. C'est pas... Toujours, faites attention, tout ce qu'on sort comme antalgique puissant est souvent détourné par des mauvaises utilisations en chronicité ou en répétition d'espèces de shoot. Donc, faites attention à tous ces produits. Voilà. Le Zalviso, autre produit de chez Grünenthal, nouveau dispositif permettant de délivrer des glossettes sublinguales, un peu d'intelligence artificielle dans la dispensation. Là aussi, pour essayer d'être plus efficace que les soignants autour à qui on appelle par la sonnette pour avoir un antalgique. Là, avec toujours dans le post-opératoire, pas dans la douleur chronique, mais on peut délivrer des glossettes par un appareil qui en contient et qui permet de délivrer 15 microgrammes, c'est une dose très faible, mais en anesthésie, quand c'est intraveineux, ça marche bien, de sufentanil, à une période réfractaire de 20 minutes, grâce à cet appareil qui fait comme une espèce de PCA, mais cet appareil est utilisable par le patient lui-même, donc une espèce de PCA pour délivrer des petites quantités de ce fentanyl, là aussi dans les situations d'urgence et de douleur nociceptive réelles, et avec une capacité d'avoir des périodes réfractaires, une quantité d'utilisation de ce shoot, enfin de cette injection par la voie sublinguale de ce fentanyl. Donc, nouveau produit de dispensation, pas nouveau produit pharmacologique, mais de façon intelligente de le diffuser avec responsabilisation du patient. Donc, indication surtout chez l'adulte, dans la prise en charge de douleurs aiguës post-opératoires,
toujours dans la lutte contre la nociception, qui est déjà bien avancée, qui a été un grand succès de nos 15 dernières années, mais il n'est pas destiné à l'usage à long terme. Toujours pareil, le fentanyl, les produits et sufentanyl encore plus, pas de mésusage comme les Américains, comme on l'a cité avec Marc Lévesque. De ne pas être utilisé, ne doit être utilisé qu'en milieu hospitalier, ne pas utiliser ce produit pour traiter une douleur non liée à une intervention chirurgicale, telle que céphalée, dorsalgie, douleur dentaire. En France, heureusement, la législation de tous ces produits de puissance morphinique lourde ont été bien prescrits et on n'a pas quand même cette évolution catastrophique américaine. Donc il est uniquement conçu en auto-administration par les patients. Il doit être fait mention de ne jamais laisser ce produit à disposition autre que celui qui en a besoin pour sa douleur nociceptive. Attention, les enfants peuvent toujours jouer avec ces produits-là. Avantage de la molécule, c'est un analgésique opioïde de synthèse caractérisé par une affinité sélective élevée pour les récepteurs morphiniques. Toujours pareil, on essaie de cibler le mu et de le bloquer. Haute lipophilie, ce qui est intéressant bien sûr. Index thérapeutique plus élevé que les produits opioïdes couramment utilisés. Ça, c'est intéressant. Sur le modèle animal, on a une plus grande sécurité avec ces 15 microgrammes de Sufenta et moins de risques, bien sûr, bien qu'il existe toujours, de dépression respiratoire. Parce qu'il est quand même un produit très puissant. Vous savez, c'est des microgrammes et ce n'est pas des milligrammes qu'on emploie. Il est beaucoup plus puissant que tous les autres produits à disposition, mais très rapide d'action. Donc pas de métabolisme actif, comme tous les fentanyls, pas de métabolisme actif, donc pas d'accumulation. Pas d'ajustement, très intéressant, des doses chez les patients âgés, insuffisants rénaux, insuffisants hépatiques. Donc il n'y a pas de danger de surdosage parce que la fonction de résorption de ces produits n'est pas liée ni au foie ni au rein. Et ni à l'âge non plus, ce qui est un peu logique par rapport au corollaire que je viens de dire sur le côté rénal et hépatique. Donc opioïde optimal à utiliser dans le traitement de courte durée dans la douleur post-opératoire et sans trop de risques, puisque le patient l'utilise seul, de dépression respiratoire, avec ce mode d'administration, avec une période réfractaire. Grunenthal, alors ça, c'est les quantités de produits qui sont à disposition maintenant pour les douleurs d'accès douloureux paroxystiques liés au cancer, avec un traitement de fond. On vous le répète pour ne pas évoluer comme les Américains dans les catastrophes qu'ils ont fait. L'accès douloureux paroxystique, c'est une définition d'une douleur aiguë sur un cancer dont on a déjà prévu un traitement de fond antalgique. Et c'est que ça la définition. Dans ce sens, les citrates de fentanyl, si largement utilisés, Grunenthal maintenant a sorti le Récivit, avec des dosages particuliers par rapport à ce type de comprimé sublingual. Donc sublingual, voie d'administration assez rapide et presque aussi grave, assez rapide que l'intraveineuse. Donc les dosages sont moyens, pas autant que lactique de dosage et un peu plus que l'instanil en infiltration nasale. Donc vous avez une voie intermédiaire pour ces produits. Traitement de fond de la douleur cancéreuse doit être en partie équilibré, en grande partie équilibré, pour dire je vais donner sur les accès douloureux pour pas que ça diffuse vers des prescriptions inadaptées. Ça, on a trop actuellement au centre antidouleur de gens qui viennent avec déjà, on en a eu récemment, des gens qui ont mélangé deux types de citrate de fentanyl, un nasal et un sublingual, en alternant ou en associant les deux à la fois. Mais quelle est l'information qui a été donnée pour qu'on arrive à ce type de dépassement de mésusage? Donc avec 10, 12, 14 d'injections de ce type-là. Donc gardez ces nouveautés pharmacologiques pour une bonne prescription. Sinon, on va avoir un retour de bâton et un jour, il y aura une catastrophe sur le plan de la NSM qui va dire je m'arrête de délivrer ces produits. Donc pour éviter les catastrophes, il faut diffuser autour de vous. Et les médecins généralistes n'ont pas eu l'information. Avant, on a faisait 2 EPU par semaine. Auprès des généralistes. Maintenant, il n'y a plus de laboratoire, donc on ne fait plus de PU, et donc les généralistes ne sont plus formés, alors que les laboratoires vendent des produits qui donnent normalement les bonnes consignes, mais qui sont dépassés parce que la plainte douloureuse des patients est irrépressible, intense, agressive. Bref. Donc, il faut se méfier des outils puissants qu'on a, ne pas les rendre obsolètes par une mésusage et une mauvaise connaissance. Donc vous, les infirmières, vous avez un rôle important de formation, parce que finalement, vous êtes plus formés maintenant que les médecins généralistes sur ces phénomènes de douleur. C'est très dur, ça. Quand j'ai fait des EPU, j'ai recommencé à faire des EPU, je voyais que le niveau de fonctionnement, il y a 20 ans, de la connaissance de traitement cancéreux de la douleur était meilleur que maintenant. Il y a une régression, parce qu'on avait lancé les produits à longue durée d'action, les patchs, et on faisait des cours sur les traitements de base. Maintenant, on fait des cours que sur les nouveautés. Et un peu, ça dissocie la base de la formation utile pour le traitement de la douleur du cancer.
voilà d'autres qui existent et qui fait que la pression de ces produits, qui sont des succès sur le plan pharmacologique, ces citrates de fentanyl, mais qu'il faut utiliser avec parcimonie. Donc l'Abstral a été un grand succès, la voie transnasale est aussi un grand succès. En parallèle de ces nouveautés que les laboratoires nous donnent, je vous rappelle l'Oramorph, c'est-à-dire la morphine de base. La morphine classique. L'Oramorph, c'est du sulfate de morphine, je veux dire, de 90 ans d'âge. C'est un produit qui ne doit jamais être oublié, surtout en solution buvable. Une goutte égale 1,25 mg. Donc, il faut le rappeler, ça, et le faire diffuser presque. Parce que l'Oramorph est facile pour les patients âgés, dont le produit morphinique est toujours à contrôler sur le plan des métaboliques, puisqu'ils peuvent s'accumuler, les métaboliques morphiniques peuvent s'accumuler chez les insuffisants rénaux, mais grâce à ces dosages très fins, 1, 2, 3 gouttes, même les personnes âgées peuvent bénéficier de ces produits pour traiter des douleurs rebelles aux autres antalgiques de niveau 1 ou 2. Les unidoses sont beaucoup plus chères. Ce sont des préparations déjà plastiques qui contiennent 10, 30 ou 100 mg de ces produits Oramorph, mais pensez à la solution buvable qui peut être une alternative avant d'utiliser les produits plus performants de citrate de fentanyl. Petite nouveauté, est-ce que vous connaissez le dernier produit? Qui le connaît? Moventic? Ah, mais personne ne le connaît. Si, levez le doigt, alors, personne. Voilà. 20%, 30%. Voilà, madame est contente du nouveau produit. Non, la pharmacologie nous aide quand même encore, le laboratoire. Donc le Moventic, qu'est-ce que c'est? C'est intelligent sur le plan intellectuel, c'est-à-dire les morphiniques, il y a des récepteurs morphiniques partout, de la tête aux pieds, hein, comme on dirait, de la tête aux pieds et dans le tube digestif. Grâce à la naloxégol, de la naloxone, une espèce de naloxone, ça permet de bloquer par la naloxone les récepteurs morphiniques, mais que quand ils arrivent sur les récepteurs du tube digestif. Intelligent, ça bloque les conséquences constipatoires. C'est un nouveau nom, ça. C'est un nouveau nom, ça. Ça n'existe pas, ça, non? Le constipatoire. Enfin, la constipation due aux opioïdes, parce que c'est ça l'indication, peut être, quand elle résiste aux osmotiques, aux lubrifiants et autres laxatifs que vous connaissez parfaitement, quand ça résiste et qu'on est sous opioïdes, faible ou fort d'ailleurs, on peut prendre du 12,5 ou du 25 mg, commencer à 12,5 de ce produit, le Moventic, tous les jours, le matin, c'est le matin je crois qu'il faut le prendre, un récepteur mu qui va contre la constipation du tube digestif à cause qui bloque le récepteur mu, sans passer dans le système central, vasculaire, et donc pas d'antagoniser les récepteurs mu qui sont dans la moelle épinière ou dans le cerveau. Donc il n'y a pas d'effet anti-douleur qui contrebalancerait votre action morphinique agoniste mu. Donc c'est un produit vraiment, on l'a déjà bien prescrit nous, et c'est utile, hein, vous confirmez. Vous confirmez, vous êtes travaillé dans quoi? Un myélome? Ça ne marchait pas avec les laxatifs, votre myélome qui était constipé. 4 jours de constipation. Et vous avez donné un comprimé? Soulagé de la constipation. Donc c'est important. Et pas de perte d'efficacité antidouleur. Voilà. Donc c'était l'intérêt de ces produits. Donc, en France, il n'est jamais sorti le Targinact. Vous ne connaissez pas ce produit qui existe depuis longtemps en Allemagne, qui est de l'oxycodone avec de la naloxone dans le même comprimé. Donc on n'a pas besoin, bon, ça n'a pas donné un avantage pharmacologique supplémentaire pour que la NSM le considère comme un produit remboursable et utilisable et diffusable en France. Parce que ça n'a rien changé sur la douleur, et puis beaucoup de constipés peuvent être traités par les laxatifs habituels. Mais c'était élégant, en Allemagne, ça a emporté le marché, puisque dans le même comprimé, vous prenez le morphinique antalgique à de longue durée d'action et un bloqueur de récepteurs mu du tube digestif, puisque ce produit ne reste que dans le tube digestif et ne passe pas dans le sang. Donc Targinact, du même qui fait Oxycontin, Oxynorm et Oxycontin, mais voilà, c'est pas parti en France. On avait pensé le lancement, mais ils ont obtenu le prix. C'est dommage parce que ça allège la problématique de constipation. Donc peut-être ça sortira un jour, mais je ne sais pas. Sanofi garde toujours un impact dans la douleur. C'est le plus gros dispensateur de paracétamol. Hein. Alors, si vous généralement le paracétamol, allez sur le site de Google, justement, paracétamol, et vous allez voir 2/3 de catastrophes. J'ai lu un article sur le paracétamol de grand public. Quand j'ai fini l'article, j'ai dit je vais jeter ma boîte de Doliprane.
Donc, c'est sûr que, mis bout à bout et mis en exergue les effets de toute la pharmacologie, on arrête tout, quoi. Enfin, on a arrêté le diamtalvic, on a arrêté tout. Hein. Ça, c'est le big data mal vécu, parce que c'est le côté européen qui fait que s'il y a un souci dans un pays, toute l'Europe arrête le produit. Alors qu'il y a une individualité. Chez nous, on n'avait pas de suicide au diamtalvic. Les Anglais, oui. Vous voyez ce que je veux dire? À Montpellier, on n'a pas de constipation morphinique. Huile d'olive, diététique méditerranéenne, aucun problème. J'oublie de prescrire des morphiniques. J'ai encore 2 fois cette semaine. Je n'ai pas du tout prescrit de morphinique. Aucune constipation. C'est l'effet placebo du docteur Giniès qui fait chut. Bon. Donc, le Codoliprane, il y a 3 types de produits. Alors là, les laboratoires, dans le marketing, eux, font de l'individualisation. C'est intéressant, ça. Le marketing est toujours en avance par rapport à nos réflexions. Donc, ils font des produits qui sont soit en comprimé, soit effervescents, soit en gélule, pour que chaque patient y retrouve sa symbolique. Intelligent, parce que la symbolique d'un effervescent, pour quelqu'un, c'est horrible, et pour d'autres, c'est positif. Le comprimé ou la gélule, tout à fait différent. Donc, vous savez, toutes les études sur la couleur du médicament, hein, l'important du placebo, on en reparlera cet après-midi pour les prothèses de genoux. C'est majeur. Donc, affinez, vous avez tout en mémoire, les 400 mg et les 20 mg, ou les 500 mg et les 30 mg de codéine. Hein, il faut l'avoir en connaissance, ces doses-là, pour que le patient, vous pouvez avoir un discours éducatif qui fait qu'il modère sa prise parce qu'il a compris ce qu'il y avait dedans et comment ça agit. Comment ça agit. La poudre d'opium. Voilà, là, c'est étonnant. Ça. On revient à des produits ancestraux, 6000 ans d'âge, l'opium. Et finalement, la pharmacologie phytothérapeutique a eu beaucoup d'avance sur nous. Hein, beaucoup d'avance sur. Elle était déjà une big data. Parce que dans un produit de plantes broyées, vous avez un produit actif, faiblement actif, mais 30 produits autour dont on ne sait pas à quoi ils servent, mais qui servent à éviter addiction ou à éviter effets secondaires. C'est tout l'art de la pharmacologie phytothérapeutique qu'on n'a pas exploré parce que les 30 Glorieuses nous ont dit qu'il faut être monoparamétrique. Un produit actif, une maladie et une étude qui valide. Tout le reste autour, c'est de la poésie. La poésie phytothérapeutique, vous voyez combien les gens ont envie d'y retourner à ces liens uniques et individuels. Ils ont envie de tisane unique. Les herboristes ont été supprimés, mais c'est dommage. Quoi. Les herboristes, c'est magnifique. Et l'isalgie, un peu plus fort en paracétamol, un peu plus fort en poudre d'opium, ça équivaut à 3 mg de morphine, et sans caféine pour ceux qui veulent en prendre le soir. Donc voilà, rappelez les produits que vous connaissez. Voilà, vous avez des remarques sur cette optimisation de la nouveauté ou les rappels pharmacologiques des médicaments? Quelle heure il est? 10h10. Des remarques ou pas? Des angoisses sur les médicaments. Vous avez appris les produits aigus et contre la constipation. Cet après-midi, on parlera des quelques psychotropes à utiliser. Fabrice Laurent est parti, mais pas de remarques? Non. Donc j'espère que la pause café extérieure est présente. Avec de la caféine pour digérer l'intelligence artificielle. Hein. À tout de suite. Un quart d'heure ou 20 minutes de pause ou d'échange avec les laboratoires, si vous les voyez.